que tu veux. Un plus grand pénis, la haute qualité, les bons résultats, les versions complètes, 10 fois plus rapide, 50 fois moins cher. 24 heures par jour et 7 jours par semaine. IDFM 98 de la bande FM, bonjour à toutes et à tous. Émission Retour aux sources, dernière émission Retour aux sources aujourd'hui avec un homme, Sébastien Marc. Il est arlésien. Je lui disais, les habitants d'Arles, c'est quoi Bah oui, ce sont les Arlésiens, l'Arlésienne qui vient de là-bas. Bonjour Sébastien Marc. Bonjour. Alors, Sébastien Marc, vous êtes professionnel de l'édition dans le domaine de la santé naturelle, des médecines alternatives et des pratiques orientales. Vous êtes à la fois petit et grand marcheur, de la simple promenade méditative quotidienne à la randonnée de plusieurs mois en nature. De nombreux sentiers ont croisé vos pas en France, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et dans le Caucase. Vous avez écrit un petit livre, Solutions naturelles chez Pictos, qui s'appelle Les bienfaits de la marche. C'est ça. Alors, marcheur, vous avez commencé à marcher à quel âge ? À 2 ans, comme c'est vrai tout le qu'on monde. pourrait dire, j'ai commencé tout petit. À 2 ans. Et voilà. Et Un an. il y a des variations entre les personnes. Et c'est vrai que c'est là où on voit que c'est quelque chose de fondamental et qui rejoint tout le monde. Sauf quelques exceptions, mais voilà, c'est vraiment je suis ravi d'être invité à cette émission Retour aux sources, parce que voilà, la bipédie, c'est pas rien, ça fait plusieurs millions d'années que 3 ou 4 millions, vous dites. Voilà, qu'on se retrouve à marcher sur nos 2 jambes, qui sont mine de rien une succession de chutes évitées de justesse. La marche, c'est ça en soi, et dans l'évolution, il y a eu quelques tentatives de bipédie, mais quelques dinosaures qui ont tenté, ils sont plus là pour en parler. Et il y a les oiseaux qui marchent sur leurs pattes, mais ils sautillent seulement, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, on marche, et il y a beaucoup d'avantages à marcher, et dans nos sociétés où finalement on marche de moins en moins. Ça revient, mais on pourrait marcher davantage. Alors vous dites aussi que bien des chemins de randonnée sont des subsistances d'itinéraires gaulois ou de voies de circulation romaine. Ça, c'est bien de le rappeler quand même. Oui, mais oui. Et c'est vrai que voilà, jusqu'à dans les années 50, beaucoup de gens marchaient, c'était le moyen de locomotion vraiment principal. Et alors quand on remonte encore dans le temps, voilà, il y avait des chemins de partout, on rejoignait une vallée à une autre par des chemins, et finalement quand on fait des marches de plusieurs jours, on s'aperçoit qu'on est sur ces anciennes drives, ces anciens chemins où on conduisait les bêtes, où on allait apporter des produits à la vallée qui est plus loin, et on peut passer d'une vallée à l'autre en très peu de temps. Finalement, des fois, la route contourne et met un temps. On se dit, tiens, c'est loin, mais à pied, ça change tout. Et il existe des endroits où on trouve encore, dans le Vercors, par exemple, j'ai pu marcher à un endroit où on voit encore, ça a été restauré, mais on voit encore des traces de pavements de l'époque médiévale. Vous dites aussi qu'on estime qu'au début du XVIe siècle, 60% de la population mondiale est encore itinérante, et que finalement, alors que la sédentarisation apparaît au néolithique, on marche encore beaucoup pour se ravitailler en ressources locales, en général dans un rayon de 7 à 8 kilomètres. Oui. C'est vrai qu'avant, les gens, ils vivaient dans leur... ils bougeaient pas beaucoup, ils s'éloignaient pas beaucoup de l'endroit où ils étaient nés aussi. C'est ça, oui, c'est ça. Ils faisaient en sorte déjà de s'installer là où il y avait tout. Alors, l'importance des rivières, l'importance de bois... où on peut avoir des ressources alimentaires. Et après, il y avait quelques personnes qui étaient missionnées pour aller un peu plus loin, alors soit pour faire des échanges d'outils ou d'autres denrées avec des voisins. Et après, plus ou moins aussi, il y a toute l'histoire de l'humanité qui suit son cours, donc avec des volontés aussi de conquête, des choses un peu moins sympathiques. Et il y avait aussi justement une connaissance intime du territoire local,
notamment des plantes, l'usage des plantes. Alors voilà, il ne nous reste plus rien. Mais dès le néolithique, c'est évident qu'on se soignait avec plein de plantes qui existent encore. Et qu'on ne sait pas reconnaître. Voilà, qu'on ne sait même plus reconnaître. Et des fois, on a même une suspicion en se disant qu'elles vont être très peu efficaces, qu'on préfère prendre un médicament, alors que c'est tout aussi efficace. Est-ce que vous savez reconnaître les plantes, vous qui êtes un peu dans le domaine de la santé naturelle? Certaines, c'est encore à approfondir, mais oui, certaines, j'hésite pas de temps en temps à ramasser soit les très classiques, du genre thym, romarin, pour avoir vraiment des bonnes réserves. Avant l'hiver, se faire des tisanes, ça renforce, ça permet de pas tomber malade. Voilà, ça fait des années que j'ai pas été chez le médecin, je croise les doigts, mais voilà, c'est une bonne manière aussi d'être en autogestion en termes de santé. Et les médecins, on devrait les voir très peu souvent. Finalement, on les voit trop. Enfin, bon, il y en a qui les voient pas non plus, mais enfin. Oui, il y a aussi beaucoup de soucis. On revient sur la marche. Alors, au 19e siècle marque une transition importante avec le développement des chemins de fer, puisque la première voie ferrée en France date de 1827. C'est incroyable, ça. 1830 pour le transport des voyageurs. Je pensais pas que c'était si vieux que ça, quand même, hein, mais bon. Si, oui, c'est ça. Hein. Alors, au tout début, c'était réservé à certaines. Fallait pouvoir se le permettre, mais ça, c'est vraiment, voilà, premier. À la moitié du 19e, là, ça prend son élan et ça se construit de partout au niveau ferré. Oui. Et là, c'est c'est quand même un basculement. On va un peu moins marcher là. Déjà, il y a une sorte de premier grignotage et qui sera confirmé par l'automobile. Et alors là, voilà. Et donc, faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait jusqu'à dans les années 50 des colporteurs, des travailleurs agricoles, des journaliers. Enfin, il y avait beaucoup de monde sur les chemins. Oui. Il y avait beaucoup de monde sur les chemins jusqu'en 1950. Ça, on a tous un peu des grands-mères, voire des parents qui allaient simplement à l'école à pied, qui mettaient des fois 1 heure, 2 heures. Il n'y avait pas tous ces transports en commun qui sont disponibles tous les quarts d'heure. Enfin, c'est vrai que pour venir jusqu'ici, par exemple, c'est d'une facilité étonnante, alors qu'il y a encore... enfin, voilà... Mais c'est bien. Oui. Alors justement, du marcheur, on est devenu des piétons. Hein. Finalement, on n'est plus marcheur, on est piéton. Oui. On a des passages pour traverser les rues. Voilà. C'est un statut. C'est quand même une différence d'être marcheur et d'être piéton. Oui. Surtout que le pire, c'est le piéton dans le métro. C'est vrai c'est là où c'est le piéton pressé, le travailleur stressé. C'est une marche contrainte, c'est pas alors que des fois il suffirait de partir un petit peu plus tôt, ne serait-ce que 10 minutes, et prendre le temps d'être plus dans sa marche parce que c'est pas bon quand on marche trop vite et d'un coup, au niveau du cardiaque, au niveau du stress que ça crée jusqu'au fond des cellules, hein, c'est pas bon. Faut des fois, tout simplement, partir 10 minutes plus tôt. Parce qu'il y a une chose qui est pas mal aussi à faire de temps en temps, c'est sortir une station avant et puis finir quelques centaines de mètres à pied, 1 kilomètre à pied. 1 kilomètre, voilà, c'est entre 12 et 15 minutes si on prend le temps, 12 minutes si on a un pas standard. Oui, on dit si on marche d'un bon pas. On dit qu'on fait 3 km 5 de l'heure à peu près. C'est ça, exactement. Ouais. 4 même, 4, de 4 à 4,5. Ça dépend de la pente. Voilà. Vraiment. Puis de l'âge qu'on a, il y a beaucoup de variations. Oui. Alors, vous dites aussi qu'on reconnaît souvent quelqu'un au loin à la démarche familière qui le caractérise. L'allure reflète la personnalité. Marche et je te dirai qui tu es. Mais ça, c'est vrai que personne n'a la même marche, la même démarche. C'est vrai que chaque être humain a vraiment des variations de visage. Ça, c'est toujours étonnant vu le nombre. On est 6 milliards et même s'il y a des gens qui sont assez proches physiquement, même chez des jumeaux, hein, on voit il y a des différences. Et pour la marche, on a chacun notre démarche et elle va refléter beaucoup de choses de soi, beaucoup de choses de son histoire, de notre histoire. Elle va dire des choses. Hein. Alors, vous voulez dire que si l'on voulait simplement définir en quelques mots ce qu'est la marche en termes d'anatomie, il suffirait
de dire que celle-ci n'est rien d'autre qu'une succession de chutes évitées de justesse. Oui, mais je l'évoquais au tout début et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Quand j'ai commencé d'approfondir un petit peu ce sujet, je me suis aperçu que de la même manière que la respiration, c'est quelque chose qu'on fait à chaque instant et on n'a pas trop l'occasion d'y réfléchir, de la conscientiser. La marche, c'est pareil. Et on pense pas que finalement, c'est une sorte d'équilibre dynamique constant. Et ça a mis des générations et des générations avant de pouvoir acquérir cet acte de marcher. Alors, il y a quelque chose de très amusant dans votre livre, c'est que pour marcher, il faut des pieds, il faut des jambes, mais il faut aussi des fesses. Oui. Vous dites que Buffon disait que l'homme, c'est la fesse. Et vous dites que la fesse, ça m'a bien amusé, ça, parce que de tous les mammifères, l'humain est en effet celui chez qui ce muscle est le plus puissant et le plus développé. La fesse humaine est tout simplement unique dans la nature. Peut-être une piste atavique pour expliquer que le regard soit si souvent irrésistiblement attiré vers cette noble partie du corps. Oui, parce que sans nos fesses, on ne pourrait pas tenir debout non plus. Hein. Non. Et puis on n'aurait pas assez de force physique pour avancer. Et c'est à nouveau une particularité humaine que j'ai découverte en faisant le livre et je trouvais agréable de la partager. Ouais, parce une fois de plus, c'est des banalités, mais on peut vite passer à côté de choses tellement simples et banales. Alors, vous décomposez les cycles qui se composent en 4 étapes. C'est un petit peu... oui, plus technique, là, voilà. Technique, oui. On va passer dessus. Oui. Ensuite, il y a plusieurs styles de marche. Il y a la petite marche, qui est une marche de pratique quotidienne. C'est quoi cette petite marche ? Alors, cette petite marche, ça peut tout simplement aller chercher son pain en prenant d'autres rues que d'habitude. Ça peut être partir 1 heure ou 2 un après-midi, à découvrir les rues de son voisinage. On les connaît pas forcément toutes, et puis c'est bien d'avoir la tête levée, les yeux écarquillés, à regarder chaque détail, les noms de rues, savoir un peu pourquoi ça s'appelle comme ça. Et ça peut être à la journée, alors mais la petite marche, elle demande très peu de préparatifs. Voilà, c'est soit on a même besoin de rien prendre, soit simplement une bouteille d'eau, quelques fruits secs, une pomme, et c'est suffisant. Donc c'est des marches qu'on peut faire assez fréquemment. Et aller chercher les enfants à l'école. Oui, aussi. Revenir avec eux de l'école. Oui, à pied plutôt qu'en voiture. C'est ça. Alors des fois, c'est sûr que c'est loin. Il y a certaines personnes qui doivent faire de la route vraiment plusieurs kilomètres. Mais d'autres sont pas du tout dans cette situation-là. On le voit des fois dans des écoles. Toutes les rues autour sont complètement bouchées par toutes ces voitures. Et finalement, ça permettrait aux enfants en plus de se défouler un bon coup. Très souvent, sur ce chemin du retour, ils découvrent plein de choses. Des fois, on emmène des enfants à un musée. Et au retour, finalement, les choses qui l'auront les plus marquées, c'est ce qu'ils ont vu pendant la marche. Pendant le chemin. Oui, pendant le chemin. Et puis les histoires qui se sont racontées et les amusements. Oui, puis on peut discuter avec un enfant plus facilement que quand il est derrière, sur la banquette arrière. Ça, c'était pour la petite marche. La marche intermédiaire, qui est plutôt une longue balade ou la randonnée d'un week-end. Voilà, là, ça va commencer à demander un petit peu plus de logistique, c'est-à-dire savoir où on dort. Alors, si on choisit le côté confortable d'un gîte, ou si on est en nature, donc faut viser à être autonome en termes d'eau, en termes de s'emmener une petite popote. Alors, l'avantage de partir simplement 2 jours, on peut quand même se charger. On peut quand même emmener pas mal d'affaires, ce qui ne sera pas le cas si on part 1 semaine. Voilà, là, ça va demander vraiment de faire des choix conséquents pour voyager léger. Mais en sachant qu'on marche entre 15 et 30, pour prendre une fourchette large par jour, 15 à 30 km par jour. C'est vrai que sur 2 jours, ça permet déjà de faire un petit itinéraire sympathique
éventuellement revenir en train ou autre, ou viser à faire une boucle. Mais Ou partir en train et revenir à pied. voilà, aussi, exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'est sympathique aussi, et ça a du sens, cette itinérance où on va pas repasser, on sait qu'on va pas y repasser. Chaque petite étape où on va poser son sac pour reprendre sa respiration, se réhydrater, on sait qu'une fois qu'on remet le sac, ça y est, on repassera plus à cet endroit-là. Et ça donne à l'instant encore plus une dimension un petit peu plus, pas éternelle, mais une dimension un peu plus dense. Parlez-nous du GR 2013. Oui, alors Parce que ça, c'est important d'en parler. Oui, même, oui, c'est vrai que c'est une initiative qui a eu lieu dans le cadre de l'année Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Et ils ont fait un circuit en forme de 8, comme le symbole de l'infini, et sur... Le sentier de randonnée GR, c'est grande randonnée. Voilà. randonnée. Ça fait 365 km au total. C'est énorme. C'est énorme. Et voilà, alors on peut soit viser à le faire en entier, soit évidemment le faire par des petits tronçons ici et là, parce que ça va large. Ça brasse, ça va d'Aix-en-Provence à Aubagne, en passant par même des quartiers de Marseille. Ça mêle des milieux urbains, des milieux complètement sauvages, de la garrigue, de la forêt. C'est vraiment une bonne initiative. En plus, ça a été bien balisé. Il n'y a pas de risque de se perdre. Et le long. Ça a été créé par des artistes marcheurs. C'est ça. Il y a des artistes marcheurs qui ont laissé des œuvres. Ouais. Vous l'avez parcouru? Pas encore, non. C'est au programme. Vous n'êtes pas loin pourtant. Oui, maintenant, ouais. Ouais. Alors, et qu'est-ce que vous pensez des jeunes et randonnées, pas les randonnées des jeunes, mais avec les jeunes, avec là où on le s'abstient un peu de chapeau manger. circonflexe, oui. Ça permet de mêler les avantages du jeûne en termes de désintoxication, de nettoyage des organes, et tous les avantages de la marche en eux-mêmes en termes de bienfaits physiques et pour l'esprit. Il faut se préparer avant, quand même. Oui, il faut se préparer avant, voilà. C'est-à-dire que la semaine avant, on ne fait pas bombance tous les soirs. Et de même que la semaine où on revient, on se jette pas sur un hamburger. Exactement. Et en plus, alors, faut le faire avec des personnes, il faut être quand même encadré avec des personnes sérieuses. Il y a une fédération de jeûne et de randonnée, donc il y a des adresses fiables. Et voilà, on est encadré. Le soir, pour ceux qui sont vraiment fatigués, on peut avoir des bouillons de légumes, des choses comme ça, filtrés. Les tisanes. Alors, combien de temps? Parce que là, vous dites passer la fatigue des 2 premiers jours, une nouvelle énergie s'installe. Mais 2 jours, c'est déjà beaucoup. Hein. En général, c'est 5 à 6 jours, c'est une petite semaine ou une semaine. Donc, c'est un choix. Il y a une euphorie après. Oui. On doit se sentir tout léger sur la route. Oui. Je l'ai pas fait dans le cadre de la marche. Ça, j'ai fait un encadré parce que c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus souvent. Mais c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de faire un jeu, ne serait-ce que d'une journée. Mais 2 jours, c'est bien. Et c'est vrai qu'on accède à des états assez particuliers. Oui. Alors, vous nous avez choisi en pause musicale Agnès Obel. The Curse. C'est ça. Alors pourquoi Agnès Obel? Je trouve que c'est une magnifique voix. Qui vient d'où? De Scandinavie. Alors je ne sais plus lequel, mais Norvège. Du Nord en tout cas. Voilà, on sent il y a quelque chose de nordique dans sa Comme voix. la marche, il y a une marche nordique d'ailleurs. Oui, la marche avec les bâtons, mais c'est pas le sujet de l'émission. Voilà. Donc une petite pause avec Agnès Obel.
Voilà, donc Agnès Obel, The Curse, choisi donc par Sébastien Marc. Les bienfaits de la marche, nous en parlons. Nous avons vu la petite marche, la moyenne marche. Parlez-nous de la grande marche, s'il vous plaît. Alors la grande marche, c'est quand on va commencer de partir, une semaine par exemple, voire plus, mais déjà une semaine. Là, il faut vraiment se préparer. Il faut s'organiser pour être autonome en eau, ça c'est le plus important. Repérer l'itinéraire, voir au niveau météo, on fait pas n'importe quoi en montagne par exemple. Et surtout donc il faut faire son sac. Et on peut vite se retrouver avec un sac de 30 kilos. Donc pour les grandes marches, il y a aussi, il faut peser chaque objet, se dire au propre comme au figuré, il faut se dire est-ce que ça j'en ai vraiment besoin. Après il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut pas faire l'impasse, mais au final voilà, il faut bien se préparer. Et ça peut aller jusqu'à un mois, plusieurs mois. En soi c'est une expérience. On se donne pas forcément le temps de partir comme ça. Alors je dis pas un mois, plusieurs mois, voilà, c'est compliqué. La grande marche, c'est quoi? C'est Compostelle, c'est des choses comme ça. Voilà, par exemple, moi je suis parti 3 mois et demi en partant du nord pour rejoindre le sud de la France. À partir en France comme si dans un état d'esprit comme si je partais à l'autre bout du monde. Et j'ai mis 8 ans à pouvoir avoir 8 ans de ce projet dans la tête et 8 ans pour avoir le temps et le budget pour... parce qu'il faut du temps, c'est voilà. tout ça. Et là, en plus, on était deux, donc il fallait que les deux avoir 3 mois et demi ensemble. C'était très compliqué. Oui, il faut que pendant le temps où on n'est pas là, toutes les factures soient payées. C'est ça, quand même. Toute une logistique qui s'occupe des chats, qui va garder les enfants, la fameuse phrase. Et on peut partir moins longtemps. Voilà, 3 semaines, c'est déjà beaucoup. Et une semaine, c'est déjà bien. Partir une semaine, c'est déjà une grande marche et on fait des kilomètres, on voit des choses magnifiques et on vit des moments particuliers. Alors il y a des moments plus réjouissants que d'autres parce qu'il y a toujours des moments où le climat va pas forcément nous être favorable, alors faut gérer les éléments, la pluie, le froid, éventuellement pas trouver d'endroit pour dormir, on pensait pas, on peut aussi se perdre et puis faire des détours, alors faut rebrousser chemin, on perd vite 2 heures, quand c'est un peu vallonné, on se trompe de vallon et il faut rebrousser chemin, donc voilà, mais toutes ces choses-là sont riches d'enseignements, et on en revient transformés, véritablement transformés, on a une autre vision du monde. Alors là, vous donnez quelque chose auquel j'aurais pas pensé. Le problème de l'eau est important sur la route. Et s'il vous manque de l'eau, vous pouvez toujours aller dans les cimetières. Parce qu'il y a toujours un point d'eau. Et ça, c'est bon à savoir. Oui, c'est la petite astuce. Oui. Vous dites qu'on croit traverser un lieu et c'est aussi lui qui nous traverse et nous nourrit. C'est vrai qu'on voit pas du tout la vie pareil quand on marche que quand on roule en voiture ou en train. Donc il y a énormément de bienfaits physiques et physiologiques, système cardiovasculaire, système respiratoire, système métabolique, système ostéo-articulaire, système immunitaire, système hormonal, système véno-lymphatique et drainage général et système nerveux. Énormément de choses intéressantes, ne serait-ce aussi peut-être que ça fait travailler le cerveau, vous le dites, ça oxygène. C'est ça. Ça procure vraiment une vivacité d'esprit et on fait sans doute des connexions neuronales on fait pas habituellement et ça crée des chemins synaptiques qui nous rendent plus vifs d'esprit. Et puis on est obligé de s'orienter dans l'espace. Oui, c'est ça. L'idéal c'est de ne pas partir avec un GPS. J'ai même une boussole dans mon sac en sortant du métro. À un moment, c'était plus rapide de sortir la boussole. Je savais que fallait que j'aille. J'étais à Opéra, fallait que j'aille plein nord, direction Gare du Nord, direction Abbesse. Et c'était hier. Et voilà, on sort du métro, la boussole plein nord, et ça a pas raté. Je connaissais pas trop ce quartier-là. Surtout quand on est dans les rues de Paris, on sait plus très bien. Voilà. Oui. Alors, parlez-nous de la marche consciente.
Donc la marche consciente, c'est le fait de marcher et de se dire comment est-ce que je marche. Pas seulement au niveau des jambes, mais par exemple, on peut avoir tendance, dans la rue, on marche, on le voit souvent, moi-même ça m'arrive, on est en train d'avoir les dents serrées. On se ronge un peu les lèvres à l'intérieur, là, comme ça, parce qu'il y a on pense à des choses qui peuvent nous inquiéter, ou des angoisses, des choses comme ça, ou des soucis, ou tout simplement des préoccupations. Et on n'est pas du tout dans la marche, on est dans autre chose, et il faut vraiment revenir à là, je suis en train de marcher, un pas après l'autre, à bien penser de respirer, parce qu'on a, de la même manière, ça rejoint la respiration consciente, parce de même qu'on a une respiration assez superficielle, on peut avoir une marche superficielle. On va un peu traîner les pieds, on va faire plein de petits pas plus fatigants qu'autre chose, on va plus piétiner, ou alors au contraire marcher trop vite, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a un juste milieu qui est vraiment pas mal. Alors vous conseillez de faire 4 pas en inspirant, 4 pas en expirant. Grosso modo, oui, c'est une moyenne. Oui. C'est relativement faisable pour tout le monde. Oui, c'est ça. Contrairement à la marche afghane dont on parlait hors antenne, oui. Qui est une marche où il y a une rétention entre les C'est ça, en fait, il y a 3 respirations, un temps d'arrêt, les poumons pleins. En continuant de marcher. Hein. En continuant de marcher, bien sûr, oui. Et ensuite... Et là, vous faites quoi ? 3, 3, 3, 3 Non, c'est sur simplement le 4e pas. C'est sur le 4e pas, il y a 3 pas, alors, on inspire. 3 pas, le 4e pas, on bloque. Les 3 pas suivants, on expire, et le 4e pas, on bloque. On retient. Donc voilà, c'est ce même principe 4-4, mais on 4 pas. Et sauf qu'on y met un petit temps de pause. Oui, parce que là, il n'y a pas de temps de pause. Et ce temps de pause qu'on met dans la marche afghane permet plus ça permet quoi en plus ? Ça permet justement d'accentuer l'effet d'oxygénisation. Ça permet une marche qui réchauffe plus le corps de l'intérieur. Il y a le fait de bloquer comme ça, c'est utilisé aussi dans les arts martiaux. Il y a un effet énergétique qui réchauffe. Il y a comme ça des respirations, ce qu'on appelle des respirations du dragon, qui sont basées là-dessus. Quand il fait vraiment froid, sous forme de qigong, on va se réchauffer de l'intérieur. Et c'est vraiment efficace. C'est-à-dire ? Eh bien, on sent la chaleur. En ouvrant les narines ? Oui, vraiment des grosses respirations, bien jusqu'au bas du ventre, jusqu'à l'abdomen. Et après, au niveau du blocage, il y a presque une poussée. On bloque, mais de manière active. Donc, on a parlé de la marche consciente, de la marche afghane. Il y avait une 3e marche qui est une marche méditative. Oui. Les rêveries du promeneur solitaire. C'est ça. Alors là, c'est plus une sorte de vagabondage, oui, d'être vraiment à se laisser porter. Et là, on est plus en observation avec l'environnement. C'est l'idéal des genres de marche. Il fait beau, on est déjà détendu. Et ça permet de penser, puisque finalement, il y a un tas de pensées qui C'est arrivent. ça, ouais. Et en plus de ça, la marche permet il y a une musicalité intérieure qui se crée. Et il y a c'est pas qu'il y a des voix qui parlent, ou des phrases qui se font, mais c'est pas loin de ça, où il y a des réflexions qui peuvent se prendre. On a une vision assez claire en marchant comme ça, et tout en pensant à tel ou tel sujet particulier. Alors, en ce qui concerne ces bienfaits, c'est aussi un outil de rééducation et de réadaptation en cas de problème quand on est malade. C'est-à-dire, quand on est alité, on se rend compte que dès que la personne commence à se relever, à marcher un peu, elle est sauvée, quoi. C'est ça. C'est vraiment tellement bon signe. Et souvent, quand il nous arrive quelque chose qu'on ne peut plus marcher, c'est là où on s'aperçoit ça. Par exemple, on est malade, on est cloué au lit, rien que le fait d'aller rejoindre les toilettes est toute une histoire, ou par exemple une grosse sciatique, quelque chose comme ça. C'est là où on voit la fragilité, ça tient pas grand-chose, et voilà, une fois qu'on
peut reposer le pied, qu'on peut faire quelques pas. Il y a une citation là de Bouvier là-dessus. Oui, alors qui est Nicolas Bouvier? Donc c'est un grand écrivain voyageur qui a beaucoup voyagé à partir des années, c'était dans les années 50, 60, 70. Enfin, il voyageait à une époque où il y avait vraiment aucune infrastructure. Et surtout, c'est un écrivain magnifique. Alors, il écrivait justement au sujet de cet outil de rééducation et de réadaptation dans son livre L'usage du monde, paru chez Gallimard. Il se remettait rapidement et menait sa convalescence à coups de plaisirs modiques et bien mesurés. Un verre de thé sous les peupliers, une promenade de 50 mètres, une noix. Oui, mais ça rejoint, en plus, quelque part, ça rejoint le titre de cette émission, Retour aux sources. C'est vraiment revenir aussi à des plaisirs simples et concrets. Voilà, apprécier des toutes petites choses, mais qui font tout, et on peut tellement passer à côté de tout ça. Si on n'en est pas conscient, ou si on est trop gourmand, ou si on repousse tout le temps une satisfaction dans le futur, en se mettant des objectifs. Non, il faut vraiment apprécier les choses telles qu'elles sont là. Vous dites aussi que partir à pied développe l'une des qualités humaines les plus riches, la capacité d'émerveillement. Ça, c'est vrai que sans ça, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'on est obligé de découvrir des choses nouvelles, ou des choses inconnues. On va souvent vers un monde inconnu. Je parle des marches où on est dans des territoires inconnus. Oui, et puis tout simplement, parfois, se sentir un peu bête de ne plus savoir reconnaître les arbres. Se dire, mais comment c'est déjà un frêne, comment on le reconnaît, et les oiseaux. Et les oiseaux, oui, voilà. Les animaux en général. Oui. Alors, la marche comme liberté d'être, vous dites aussi que sans aller jusqu'aux situations extrêmes et contraintes de détresse humaine dans lesquelles la marche est associée à l'exil ou à la fuite, il est vrai qu'en dernier recours, l'être humain est poussé à marcher. C'est parfois tout ce qu'il nous reste lorsqu'on a tout perdu. C'est vrai que, sans aller dans cet extrême, des fois on le sent dans des moments de contrariété. On a envie de marcher, on a envie de partir. Et c'est vrai que c'est une liberté absolue, c'est-à-dire on peut nous interdire d'aller dans tel endroit, telle direction, mais non, c'est cette liberté d'aller et venir, cette liberté de circulation, de prendre ces deux jambes qui nous ont été données, qui sont gratuites. On n'a pas à mettre une pièce pour que Non, on n'a pas, ni pour le parking quand on s'arrête. Ça y est, ça se met en marche. Ni d'essence. C'est ça. Et c'est la liberté. Cette liberté qu'on a eue dimanche dernier de marcher un peu tous ensemble dans cette France qui marchait vers la liberté et surtout la liberté de parole, c'est la liberté d'expression. Vous nous avez ramené une Marseillaise, mais une Marseillaise en créole avec des mots qui ne sont pas sanguinaires. Collection.
Voilà, donc c'était une Marseillaise en créole avec des paroles. C'est un certain Lojo. De Denis Péan, le chanteur. Comment il s'appelle? Denis Péan, et c'est vraiment un poète. Pourquoi il y a marqué Lojo alors? Lojo, c'est le nom du groupe. D'accord. Eh ben, nous allons marcher toujours avec ces bienfaits de la marche. On a vu que il y a beaucoup de différences de marche. La marche réflexive aussi, celle qui va permettre de prendre une décision. Oui, parce qu'il y a des marches pour faire le vide et il y en a certaines où on va pouvoir plus se focaliser sur un sujet précis. Et la marche thérapeutique. Oui, c'est dans le sens, ça peut être une thérapie. Je connais des personnes qui avaient des périodes un petit peu quasi suicidaires et se sont soignées par la marche. Vraiment, il n'y avait que ça. D'autres approches ne marchaient pas, c'est le cas de le dire. Et la marche en elle-même peut faire un bien fou. Alors, pour marcher, il faut 2 jambes, il faut 2 pieds, mais il faut quel équipement alors? Alors, au niveau de l'équipement, c'est finalement une activité qui demande très 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 peu d'infrastructures. En termes de chaussures, ça peut, pour prendre un large éventail, ça peut aller de la sandale à la faut peut-être quand même chaussure de trek high-tech, mais voilà. Mais il faut quand même de la bonne chaussure. Il faut privilégier les chevilles, ça c'est important. Donc des chaussures qui montent un peu quand même. Et vous dites qu'il faut laisser l'espace au bout du pied, il faut pas toucher Voilà, ça c'est vrai que c'est important parce que faut qu'il y ait au moins 1 centimètre. Parce que le pied gonfle quand on marche, plus ou moins il gonfle et en plus on peut être amené à mettre des plus grosses paires de chaussettes. Donc après ça risque frottement et là c'est pas agréable. On va vite avoir des ampoules. Ou au moins les premiers jours. C'est vrai quand on marche plusieurs semaines, après on prend une corne qui est intéressante. Mais ça c'est avec les sandales. Comment? C'est avec les sandales. Oui, mais quand on marche, même avec des grosses chaussures, quand on marche beaucoup, on finit par ça se renforce au niveau de la plante, la voûte plantaire. Alors, vous parlez de chaussettes spéciales dont la couture est située à l'extérieur, minimisant les risques d'inflammation. Et je me suis dit, mais si on retourne ces chaussettes, si on les met à l'envers, finalement, est-ce que ça revient pas à la même chose? Sûrement, oui. Ça, c'est un petit peu pour les personnes fragiles et qui trouvent toujours des arguments pour pas aller marcher. Mais une fois de plus, faut avoir le bon sens de mettre des chaussettes de qualité, pas prendre le premier prix, ça c'est quand même important pour les chaussettes. Mais sans doute qu'en retournant, c'est une très bonne remarque. Je trouve. Parce que je me suis dit, bon, si on achète des chaussettes qui sont faites à l'envers, non, c'est peut-être comme les chaussettes pour diabétiques où finalement il y a très très peu de couture. Mmh. Bon, enfin, l'important c'est de prendre de l'eau. Donc, si vous marchez plus d'1 heure, il faut penser à avoir de l'eau avec soi. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. C'est ça. Faut pas attendre cette sensation de gorge un petit peu asséchée. Quand on marche longtemps, il faut boire assez souvent. Donc, faire en sorte de ne pas avoir aussi à enlever tout son sac pour prendre l'eau. Il faut qu'elle soit à disposition. Sur les côtés, sur les côtés. C'est ça. Puis une petite gorgée, ça évite, parce qu'on s'en rend pas compte quand on marche, il y a un petit vent et que finalement le soleil il cogne, mais on le sent pas exactement. Et le soir, on peut ressentir un petit malaise, quoi. Il faut s'occuper de ses pieds aussi, hein, c'est-à-dire ça paraît idiot, mais bon pied bon oeil, donc il faut se couper les ongles, il faut peut-être mettre des crèmes, etc., les poncer. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais si on part plusieurs jours et qu'on n'a pas forcément souvent le cas de le faire, c'est vrai que partir où tout est coupé bien comme il faut, ça évite vraiment des inflammations. Ça évite aussi de percer les chaussettes très rapidement. C'est tout bête d'oublier, c'est vite fait d'oublier ce genre de petits détails.
On peut développer aussi des mycoses. Voilà, si on a pris le soin de bien les nettoyer, un bon bain de pied, coupe-ongles, il n'y en a pas pour longtemps. C'est vrai que les pieds dans notre culture, c'est devenu quelque chose un petit peu, c'est au loin, ça sent pas toujours très bon. Si ça sent bon quand c'est propre. Mais voilà, il faut vraiment prendre soin des automassages, c'est tout simple aussi. Hein. On fait une pause, une halte, ou le soir, dans son sac de couchage ou dans son lit de chambre d'hôte ou ailleurs. Tout simplement, s'automasser les pieds. Faire de la réflexion. C'est ça, c'est de l'autoréflexologie. Oui. Alors, surtout aussi, ne pas oublier que dès qu'on a quelque chose qui gêne dans la chaussure, il faut tout de suite s'arrêter pour le retirer. Sinon, ça peut être une catastrophe. Quand on est loin de tout et qu'on peut marcher, ça peut... Des fois, on sent un petit caillou et voilà, on est en montée. On a notre gros sac qui est bien sanglé. C'est toujours quelque chose de défaire le sac et encore plus de le remettre. Des fois, un coup brusque, on peut se faire... on peut vraiment se faire mal à la colonne et être handicapé pour tout le reste de la journée ou de la marche. Et voilà, au moindre caillou, voilà, prendre le temps de l'enlever, faire attention, même si ça coupe dans un élan, parce qu'on peut laisser passer comme ça une demi-heure, 1 heure, et vraiment on le regrette parce que ça commence à créer l'inflammation et ça va repousser la cicatrisation sur plusieurs jours. C'est dommage. Après, on sent plus que ça, l'esprit se focalise là-dessus. Et puis ne pas hésiter quand on passe près d'une rivière, de se déchausser, de se mettre les pieds dans l'eau. Ça. Ils seront très contents. Alors quels sont les aliments à emporter avec soi, qui soient pas trop lourds, parce que tout ça pèse dans le sac. C'est ça, faut emmener des choses qui ont des bonnes qualités nutritionnelles. Alors faut pas hésiter aussi, avant de privilégier toutes les choses qui sont de toute façon fruits, légumes, hein, c'est toujours les mêmes choses qui sont répétées. C'est tellement vrai. C'est bien d'emporter tout ce qui est fruits à coque, des amandes, des noix, des pâtes d'amandes, et bien sûr en termes de céréales complètes. Alors par exemple, si on part sur 2 jours, on peut se faire la veille de partir des céréales complètes, genre quinoa, riz complet. Ça permet un stockage dans le corps de nutriments énergétiques qui vont vraiment durer. Alors qu'il y a pas mal de choses qui ne tiennent pas aux jambes. Au corps. Un bon lapsus. Qui ne tiennent pas à l'estomac, quoi. Enfin, qui ne tiennent pas... C'est vite digéré, quoi. Oui. Donc, faut penser à ces choses-là. Et puis, les fruits secs, c'est vrai que les fruits secs, c'est vraiment très bien. Faut pas manger trop, quand même. Hein. Pas non, voilà, c'est comme toute chose, l'équilibre. Hein. Oui. On dit une poignée, on dit une poignée de noix, une poignée de noisettes. Ouais, sinon, on va être dans un excès de sucre. Le corps, d'un coup, va avoir trop de sucre dans le sang. Et comme tout déséquilibre, c'est pas bon. Alors, pas d'estomac surchargé non plus pendant la marche. Hein, c'est pas bon d'être à jeun, c'est pas bon d'être trop plein. Non plus, voilà. Il y a une règle qui veut qu'il faut vraiment bien déjeuner le matin, de manière modérée le midi, voilà, pour pas être plombé par le moment de la digestion qui monopolise toute l'énergie. Et le soir, manger léger, sauf si on a vraiment beaucoup marché, mais on aura fait une sorte de 4 heures qui est important. Mais le soir, manger léger pour ça permet en plus de ça vraiment un meilleur sommeil. Alors, à chacun son rythme de la marche. Vous dites qu'à ce propos, Stevenson préconisait de marcher seul, d'abord par souci de liberté, d'aller et venir, de s'arrêter, de continuer, mais aussi parce que chacun doit marcher à son allure. Marcher seul, ça peut être sympa, mais marcher à plusieurs aussi. Hein. Oui. C'est vrai que seul, il y a une liberté de rythme où on fait ce qu'on veut. À 2, 3, 4, c'est sympathique aussi, c'est très agréable. Après, les marches, c'est bien que les gens fassent dans des clubs de randonnée, mais des fois, c'est 50 personnes qui sont ensemble et qui tracent. Ils tracent et finalement, ils marchent pour marcher. Oui, pour l'occupation. Alors, il y a ceux qui se forcent à suivre et ceux qui trouvent que ça va pas assez vite. C'est ça. Aussi. Donc, il y a la tête du peloton, la queue de peloton. Voilà, il y a ceux qui parlent tout le temps. Il y a ceux qui ont leur téléphone portable avec eux et ça n'arrête pas de sonner.
Alors c'est vrai que voilà, il faut aussi, c'est bien de partir avec, à un moment je l'évoque, si on a un téléphone portable, c'est de la même manière qu'un pansement, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir en cas où, mais il faut qu'il soit éteint, chargé mais éteint, et on l'utilise qu'en cas de besoin. C'est bien d'être 2 jours sans consulter son portable. Oui, on peut le consulter le soir quand on a fini le match. C'est suffisant, oui. Alors en cas d'essoufflement, les points de côté sont signes d'une mauvaise respiration, d'une respiration contrariée et non profonde. Qu'est-ce que vous faites en cas de point de côté ? Alors, l'idée, c'est respirer de manière plus lente, mais plus abdominale, donc vraiment en profondeur, là, au niveau, jouer avec le diaphragme, et tout en s'automassant l'endroit en question du point de côté, et au bout d'une minute ou 2, il passe. Et qu'est-ce qui est les crampes ? Parce que ça, les crampes, ça doit arriver, non ? Oui. Alors, sauf si on s'hydrate bien et si au préalable on prend du magnésium, alors soit sous forme de cure en complément alimentaire, soit en s'axant sur des aliments qui en contiennent. Comme par exemple tout simplement les bananes. Il y a du magnésium, banane, chocolat. C'est un bon mélange, chocolat noir bien sûr. Ça, c'est très bon en termes d'énergie et anti-crampes. C'est un bon moyen de ne pas avoir des crampes. Et bien s'hydrater aussi. Vraiment, ça joue. Qu'est-ce que vous pensez des bâtons, ces fameuses bâtons du marcheur ? Alors, c'est vrai que moi, j'apprécie bien le bâton qu'on va trouver le long de la route à un moment donné. Bâton de pèlerin. C'est ça, hein, à un moment, on voit une branche morte assez suffisamment solide. Il y en a plusieurs qui peuvent nous passer dans les mains comme ça avant de vraiment trouver la bonne. Et en plus de ça, il y a toute une histoire qui se fait. On se souvient très souvent du lieu où on l'a vue. Et puis après, si on la traîne sur plusieurs jours, on peut commencer à enlever l'écorce, à la travailler. Voilà, et puis même de toute façon, au niveau de l'équivalent du manche, ça commence à se polir aussi. Et alors, ça a plein d'avantages en termes de s'il y a des ronces, on peut les enlever. On peut s'en servir comme une arme. Voilà, contre les chiens, mais alors ça, c'est pas de la rigolade. Hein. Ah bon ? Plus d'une fois, là, c'était surtout en Bretagne, dans des endroits un petit peu reculés de Bretagne, où il y avait des chiens de ferme. On est content d'avoir un bâton. Ah ouais, c'est sûr. Et justement, je faisais en sorte d'en prendre un. Alors ça, on le trouve pas sur les bâtons qu'on trouve en supermarché. Les bâtons pour la marche nordique. Voilà, par exemple. Et j'en prenais où il y a une branche, il y avait une branche au niveau qui repartait donc de 10-15 cm. Ça faisait comme une fourche en bas. Et c'est vrai que c'est vraiment un ennemi, le chien, pour le marcheur. Il y a le chasseur, mais il y a le chien aussi. Ah oui, ça y est, le chasseur, on n'en avait jamais pas. Alors, marcher à l'ombre, est-ce qu'il faut marcher à l'ombre ? Oui, c'est-à-dire que quand on peut organiser une journée au préalable, en termes d'itinéraire, sur une carte, on va repérer le moment le plus chaud de la journée. On va faire en sorte, à ce moment-là, on passe à travers la forêt. Et s'il y a une grande étendue, faire en sorte que ce soit pas en plein cagnard. Alors on peut pas toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas le grand soleil. Et à ce moment-là, il faut quand même avoir un bon couvre-chef, crème solaire si on a une peau plutôt blanche. Et fragile, mais marcher à l'ombre, il faut faire la moindre petite ombre est bénéfique. Je me souviens de quelques marches comme ça en Afrique, mais pas seulement en Afrique, hein, en Lozère c'était la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment il suffit des fois de longer un mur et on va juste avoir la petite ombre qui petite goutte par petite goutte, en fin de journée, ça va avoir évité d'avoir eu un coup de chaud et d'avoir des coups de soleil. Il faut mieux marcher le matin et le soir que oui, c'est ça. Il y a le moment où il fait le plus chaud, c'est bien, ça peut être le moment de faire la sieste, c'est pas mal. Ça sera votre prochain ouvrage. Voilà, oui. Hein, parce que quand on a bien marché, après on est fatigué. Quelque chose en cours. Et comme ça marche, la marche. Donc, l'importance de la sieste, vous pouvez nous en dire juste 2 mots avant la fin de cette émission ? Eh bien, écoutez, ça rejoint cette approche de... J'aime bien cette collection chez Dang, cette collection Solutions naturelles, qui est
sur plein de thèmes. Solutions naturelles. Solutions naturelles. Ouais, j'avais compris solutions naturelles. Non, c'est très naturel. Voilà, solutions naturelles, c'est-à-dire c'est une petite collection. Alors sur des thèmes comme le foie, les troubles digestifs. Et ça va être toujours une approche qui privilégie les soins par les plantes, les médecines alternatives, et pas penser immédiatement médicaments. Il y a plein de solutions qui existent. C'est le but de cette collection. Et donc la sieste, c'est la même idée que la marche, c'est-à-dire qu'on l'a à disposition. On peut, c'est sans frais. On peut la mettre en place de manière enfantine et ça a des bienfaits formidables, autant physiques que psychiques. Et ils sont vraiment nombreux. On a le droit de se faire plaisir en 2015. Solutions naturelles, c'est une collection chez Dangle Éditions. Vous vous appelez Sébastien Marc. Les bienfaits de la marche, bienfaits pour le corps et l'esprit, préparation et alimentation, les nutriments énergétiques et l'équipement. Il y avait même la recette d'un gâteau très sympathique. On peut vous retrouver où ? Sur un site internet ? Non, j'ai pas de site personnel, mais il y a quelques informations sur le site de l'éditeur, chez Dangle. Voilà. Chez Dangle. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment moi qui vous remercie. Merci pour cette invitation. Merci.